Bon, Carole, tu vas nous parler du cancer du sein avec un large screening sur la réalité mondiale, en fait. Merci à toi. Alors, comme on a une réunion qui est très internationale, on a eu envie d'échanger avec tous les membres qui sont dans cette assemblée sur le cancer du sein dans le monde, parce qu'il est très différent. Il n'y a pas un cancer du sein, mais il y a des cancers du sein. Alors, ce que je voudrais rappeler pour ceux qui font pas de la scénologie tous les jours, c'est quelques mots sur l'incidence et la mortalité des cancers du sein dans le monde. Quelle est la situation d'aujourd'hui, 2025, et quelle est la situation dans 20 ans? Alors là, je vous montre une courbe de l'ensemble des pays du monde, où vous voyez en bleu foncé les pays qui ont la plus forte incidence de cancer du sein. Vous voyez, la France en fait partie. Faites peut-être un petit focus sur l'Espagne, sur la Suède, sur la Norvège. Vous voyez les taux d'incidence élevés, les États-Unis, le Canada, l'Argentine, l'Australie. Et puis regardez maintenant la mortalité. Vous voyez qu'il y a des pays qui ont des mortalités très faibles alors qu'ils avaient une incidence élevée. Et il y a des pays qui ont une incidence élevée, qui gardent une mortalité élevée, et malheureusement, c'est le cas de la France. Et c'est ce qui nous préoccupe, et c'est pour ça que l'Académie a décidé de se consacrer cette année au cancer du sein. Et puis, il y a des pays, et je regarde mon ami Freddy Gnagnan, l'Afrique subsaharienne, qui n'a pas une incidence élevée, mais qui a une mortalité terrible. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Et lorsque nous regardons l'évolution dans le monde, ce qui est prédit pour 2050, donc dans 25 ans, c'est demain, hein, nous allons avoir partout dans le monde une augmentation de l'incidence et nous allons avoir une augmentation de la mortalité si nous ne changeons rien. Et on est là, bien sûr, pour ne pas laisser ces courbes s'imposer à nous, on est là pour proposer des solutions pour que l'incidence diminue. Et notre ami de la Ligue l'a rappelé tout à l'heure, il y a des choses que l'on peut faire. Et pour que la mortalité diminue, et là, l'Académie est là pour proposer des pistes. Alors ça, c'était une vision du monde. Maintenant, on va regarder la vision de la France. Aujourd'hui, la France, on l'a dit tout à l'heure, c'est le pays du monde où il y a le plus de cancers du sein pour 100 000 habitants. Nous sommes numéro un de la planète. On aimerait bien ne plus avoir cette position en France. Je vous montre la mortalité, juste pour qu'on sache quel est le pays où on meurt le moins de cancer du sein. Eh bien, c'est le Bhoutan. On dit c'est le pays du bonheur. Alors peut-être le bonheur participe à la guérison vis-à-vis du cancer du sein. Alors la France, premier pays dans le monde, nous avons maintenant 63 000 nouveaux cas. Et lorsque j'ai commencé ma carrière aux hôpitaux de Strasbourg, il y a plus de 35 ans maintenant, nous n'avions que 25 000 nouveaux cas. On est à 63 000. Donc une progression très importante. Alors si nous ne changeons rien collectivement, nous allons passer de 12 000 décès, c'est ce qui se passe en France actuellement. Chaque année, nous perdons 12 000 femmes qui meurent d'un cancer du sein. Les projections dans 20 ans pour la France seront de 19 000, même plus que 19 000 décès dans l'année. Donc c'est quelque chose de préoccupant. Alors, il y a trois actions à mener, je crois, collectivement, tous ensemble, vis-à-vis de ce cancer du sein. La première action, il me semble, c'est mieux comprendre les facteurs de risque de cancer du sein et on le verra, ce pas les mêmes dans les différents pays. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui, dans un pays donné, aboutit à cette augmentation de cancer du sein. Deuxième point, optimiser le dépistage. Tout le monde ne va pas avoir besoin du même dépistage. Et le troisième point, améliorer la prise en charge. Alors, je vais permettre de dire quelques mots sur ces fameux facteurs de risque de cancer du sein. Ils sont très compliqués et ils sont interconnectés les uns avec les autres, donc facteurs très multiples. Et certains, on le sait bien, dépendent de notre mode de vie, en tous les cas dans nos pays, et c'est pas la même chose en Afrique subsaharienne ou ailleurs. Nous avons une population obèse et nous avons une population sédentaire. Et vous le disiez fort justement, Monsieur Ricard, il faudrait qu'on se lève. Donc tout à l'heure, on se lèvera un petit coup hein, pour faire du sport. Nous avons dans nos pays des problèmes de suralimentation et de consommation d'alcool parce que l'alcool est festif en France. On est fiers de nos grands champagnes, on est fiers de nos grands vins et c'est une façon d'accueillir l'autre en offrant un verre de vin et c'est pas bien.
Il y a des facteurs liés à la vie reproductive et vous le savez bien, les pas pareils dans tous les pays. Il y a des pays où on fait des grossesses très tôt, on en fait beaucoup, on allait les enfants très longtemps. Puis il y a des pays où on retarde de plus en plus l'âge de la première grossesse, puis on fait plus beaucoup de grossesses. Les agents physiques varient selon les pays, les agents chimiques aussi, on n'a pas tous le même environnement. Et nos activités professionnelles ne sont pas les mêmes dans les différents pays. Vous connaissez l'impact du travail de nuit sur l'augmentation de risque de cancer du sein. Donc, ce qui nous paraît important, c'est de travailler collectivement, tous ensemble, à l'identification de ces facteurs de risque. Je vous donne un exemple, par exemple l'obésité. Nous avons des amis américains dans la salle avec nous. C'est un fléau aux États-Unis. Et aux États-Unis, 30 000 cancers du sein sont attribuables à l'obésité. Évidemment, si je regarde l'Afrique subsaharienne, ça va être 2800. Donc, on n'est pas dans le même niveau de risque. Il n'y a pas le même combat à mener. Il faut comprendre les risques de chaque pays. Nous avons fait des cohortes internationales pour essayer d'évaluer ces risques spécifiques à chaque pays. Et par exemple, l'alcool. Si vous regardez cette carte du monde, c'est la consommation d'alcool chez les femmes. Donc nous avons changé, nous prenons les travers des messieurs et nous buvons maintenant. Et c'est pas bien. Il y a des pays à forte consommation d'alcool. La France en fait partie. Vous regardez la Russie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Ce n'est pas bien. Ça participe à l'augmentation des cancers du sein. Il faudrait réussir à diminuer cette consommation d'alcool chez les femmes et chez les messieurs aussi, hein. Et puis, il y a des études africaines qui essayent de trouver des facteurs de risque spécifiques au cancer du sein de l'Afrique, qui sont des cancers qui surviennent chez des femmes jeunes. Ce sont des cancers que je vais vous montrer ici qui surviennent donc souvent avant 50 ans, souvent non hormonodépendants, chez des femmes qui sont plutôt minces, qui ne sont pas sédentaires, qui font de l'activité physique, qui ne consomment pas d'alcool, qui ont plusieurs grossesses, souvent jeunes, et elles allaitent très longtemps. Et en Afrique, chaque décès engendre en moyenne 2 orphelins maternels. Donc l'Afrique a ses cancers du sein, mais différents des nôtres. Et chez nous, dans ces pays à fort niveau socio-économique, nos cancers surviennent plus tard, plutôt à la soixantaine. La France, c'est 64 ans. Nos cancers sont souvent hormonodépendants, donc il faut qu'on cherche ce qui perturbe nos hormones. Et nos facteurs de risque à nous, c'est l'obésité, c'est la sédentarité, c'est la consommation d'alcool, c'est le fait qu'on fait beaucoup moins de bébés qu'avant, on fait moins de 2 enfants par couple maintenant en France. Les grossesses sont tardives, on a largement dépassé les 30 ans pour le premier bébé. On prend des hormones toute notre vie, pendant la pilule, après la ménopause, et on est soumis à un environnement qui a des perturbateurs endocriniens. Donc je pense qu'il faut avoir cette connaissance un peu mondiale du cancer du sein et qu'on fasse des progrès tous ensemble. Alors, notre académie, le Collège national des gynécologues et obstétriciens, Patrick Rosenberg va arriver tout à l'heure, et la Société internationale de scénologie encourage la mise en commun de données internationales. Il faut qu'on s'échange nos datas. Et je sais qu'Attila Soran collecte des datas pour tout un tas de sujets, et il faut qu'on lui donne nos datas pour faciliter les recherches futures, hein, sur un certain nombre de facteurs de risque qu'il faudra identifier dans les différents pays. Donc ça, c'est important. Identification des facteurs de risque sur un plan mondial et les progrès des uns serviront aux autres. Deuxième point, à mon avis, il faut améliorer le dépistage des cancers du sein et il faut tenir compte, bien sûr, de l'âge de survenue des cancers du sein dans un pays. Les cancers du sein surviennent tout en Afrique, un peu plus tard en Chine, beaucoup plus tard en France ou aux États-Unis. Il faut donc choisir le dépistage adapté à la bonne tranche d'âge. Chez nous, c'est 50-74 ans. En Chine, c'est plus tôt, etc. Ensuite, il va falloir choisir la bonne modalité d'examen. Ce n'est pas forcément la mammographie qui est le bon examen à conseiller, parce qu'on l'a vu, hein, chez les femmes jeunes, les seins sont denses, et la mammographie, elle va rater des cancers. Il faut penser à de nouvelles techniques d'imagerie. Et nous, on travaille beaucoup sur un système d'échographie qui fait des films d'échographie du sein et du creux axillaire avec une interprétation en intelligence artificielle et qui est un système qui pourrait sans doute s'exporter au niveau de l'Afrique ou d'autres pays qui en ont besoin. L'expérimentation qu'on fait s'appelle EcoBreast Vision. Et puis, il faut qu'on travaille avec de nouvelles imageries. Et professeur Tolga Osman est là. Il travaille sur des soutiens-gorge connectés
Lui travaille sur des soutiens-gorge échographiques. Nous travaillons sur des soutiens-gorge thermographiques. Et ça va peut-être être les nouveaux moyens de dépistage pour demain. Et puis, il faut comprendre aussi les freins au dépistage, parce que c'est pas tout de trouver un bon dépistage, trouver les modalités, la bonne tranche d'âge. Il faut aussi que les patientes acceptent d'y venir, hein. Et je vous ai montré les courbes, hein, que vous avez évoquées tout à l'heure, Monsieur Ricard, où on voit cette lente descente des dépistages organisés. Et les taux de participation en France sont de 46,5%. Ça veut dire que la moitié des femmes ne font pas leur dépistage et les choses ne s'améliorent pas. Donc nous avons un problème en France vis-à-vis de cela, mais ce qui nous fait plaisir, c'est qu'il y a quand même des diversités dans les différentes régions. Et on a fait avec la Ligue du Bas-Rhin un certain nombre de campagnes d'information sur le dépistage. On est allé dans les petits villages. On a d'ailleurs ouvert Octobre Rose dans un village de 350 habitants cette année. Et quand on fait de la communication, ça marche. Et je vous montre cette courbe, je m'en excuse, mais c'est le Bas-Rhin qui est le bon élève de la France. Donc, quand on a envie, ça peut marcher. Et puis, ce dépistage, on a calculé, hein, son gain, c'est 20% de mortalité en moins. Et puis, c'est des traitements beaucoup moins lourds, puisqu'il n'y a pas besoin de faire des mammectomies, des curages, la chimiothérapie. C'est souvent quand même beaucoup plus simple quand le cancer est découvert de manière précoce. Donc, bien comprendre les freins au dépistage avant de les lancer dans le monde entier. Et le Collège national des gynécologues obstétriciens qui vont arriver tout à l'heure milite pour ce dépistage. On pourrait d'ailleurs partager les informations avec l'Académie. Il y a sans arrêt des campagnes, faites-vous dépister. Le collège a fait un focus sur les femmes diabétiques de type 2 qui sont à très haut risque de cancer du sein. Seuls 30% d'entre elles font leur dépistage, donc il faut leur dire attention, diabète et cancer, c'est lié. Et puis le collège a établi des ordonnances personnalisées sur le dépistage des cancers du sein, où on explique les chiffres du cancer du sein, comment se déroule un dépistage organisé en pratique, est-ce qu'il y a des bénéfices, oui, lesquels, en termes de mortalité, etc. Et ce que je trouve très honnête, c'est d'avoir mis les risques et les limites du dépistage. Oui, il peut y avoir du surdiagnostic, c'est vrai. Oui, peut-être il y aura du surtraitement. Oui, dans quelques cas rarissimes, la mammo peut entraîner un cancer radio-induit. Oui, tous les cancers ne vont pas être vus par le dépistage. Ce n'est pas un dépistage parfait, mais de manière globale, il y a infiniment plus d'avantages, d'inconvénients à le faire. Et puis pour les femmes âgées, en tous les cas pour les pays qui ont la chance d'avoir une espérance de vie qui est longue, il faut poursuivre le dépistage au-delà de 75 ans. Ça sauve encore des vies et ça facilite les traitements. Et puis encourager les travaux sur l'innovation, comme je l'ai dit, et nous on croit beaucoup au soutien-gorge connecté, et peut-être qu'on pourra mettre ce sujet dans notre prochain congrès de chirurgie 4.0 de l'Académie. Et puis, le troisième point, c'est améliorer la prise en charge des patientes, hein, connaître les facteurs de risque, augmenter le dépistage et mieux les soigner. Et là, je crois qu'il y a vraiment une nécessité de faire des progrès dans le domaine du traitement des cancers du sein, parce que les cancers du sein sont devenus plus subtils, ils sont assez petits, ils sont parfois juste découverts par une IRM. Ils sont parfois multifocaux, donc il faut absolument qu'on soit formé à cette chirurgie qui est devenue plus complexe, qui est souvent entourée de thérapies personnalisées, qui sont devenues aussi assez complexes avant la chirurgie ou après, et avoir un environnement adéquat. Et dans ce contexte, l'Académie nationale de chirurgie essaye de faire tout ce qu'elle peut pour améliorer la formation des chirurgiens scénologues et la certification des établissements autorisés. Alors, vous vous souvenez, l'Académie et la Société internationale de scénologie, ses membres sont présents ici, ont fait une grande enquête mondiale pour savoir comment il fallait optimiser la prise en charge des cancers du sein dans le monde. Il y a 42 sociétés internationales qui ont répondu. Il y en a beaucoup qui sont dans cette salle et je vous en remercie. Ça représente 3 milliards d'habitants quand même, ce qui est pas mal, hein. Et les résultats de l'enquête ont été publiés dans l'European Journal of Breast Health, qui est le journal de la Société internationale de scénologie. C'est Tolga Osman qui est là, qui a publié en premier auteur. Et les membres de l'Académie, Olivier Jardet et Hubert Joannet, ont contribué à ce travail. Notre jeune génération a aussi contribué à ce travail.
Et finalement, on aboutit à quoi? On aboutit à 10 recommandations que je ne vais pas vous lire, mais je vais juste me permettre d'en souligner 4. Un, la formation des chirurgiens doit être obligatoire, ça ne discute pas. Deux, la chirurgie doit être pratiquée dans une unité multidisciplinaire spécialisée dans le cancer du sein avec un seuil minimal de chirurgie par an. Donc, il va falloir qu'Henri Coudane pousse son cri demain. La durée de la formation doit être au minimum d'un an, mais idéalement de 2 ans. Et il faut absolument encourager la recherche clinique, translationnelle et les innovations. Donc nos rôles collectivement, et c'est ma dernière diapo, c'est de comprendre que le cancer du sein est une pandémie et il faut qu'on fasse quelque chose si on ne veut pas que nos filles soient touchées, nos sœurs soient touchées, qu'il y a des disparités épidémiologiques majeures et il faut toujours les avoir en tête lorsqu'on encourage de la recherche. Il faut disposer de bases de données qu'on va se partager. Il faut encourager le dépistage, mais faire un dépistage personnalisé pour les pays et la formation des chirurgiens scénologues doit être renforcée. Et pour toutes ces choses-là, je vous remercie infiniment de venir à Strasbourg demain parce que vous allez essayer de faire bouger les lignes avec les instances européennes. Merci pour votre participation. Merci Carole. Beaucoup de challenges, enfin des buts bien affichés. Est-ce que tu veux qu'on passe à la discussion? Est-ce que Patrick Rosenberg est par là? Je ne l'ai pas vu rentrer, donc je sais qu'il est dans un autre congrès qui va nous rejoindre dès qu'il peut, mais peut-être peut-on échanger quelques questions si vous voulez. Alors, il y a beaucoup de sujets, n'hésitez pas. Est-ce que on prend dans l'ordre? Moi, je voulais poser une question sur le dépistage. On voit bien que le dépistage est hétérogène. Alors bon, alors vous êtes très fiers de vos résultats, ce que je comprends parfaitement, mais alors j'étais surtout impressionné. Non, non, mais si, bah, En Alsace. oui, 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 Ils oui. sont là, les Justement, Alsaciens de la Ligue. j'allais y venir. J'allais y venir. Quand on voit voilà, quand on voit effectivement le résultat des dépistages sur la Côte d'Azur et le sud de la France, on se dit, mais alors, qu'est-ce qu'ils ne font pas? Ce que je dis pour la France est valable, je pense, pour d'autres pays, à moins il y ait des politiques de dépistage qui soient vraiment très imposées ou très fortes. Euh, et puisqu'on avait échangé avant la session, je me posais la question, est-ce que c'est pas aussi la responsabilité des médecins et des soignants d'aller d'aller dans les entreprises, dans les supermarchés, comme vous le faites, me semble-t-il. Est-ce que, alors là, on ne parle pas de prévention, on parle en fait de prise en charge de pathologies. Et est-ce que le rôle des médecins, c'est pas aussi, et les infirmières, hein, j'entends, ça n'est pas d'aller sur le terrain pour sensibiliser les gens pour que le dépistage soit meilleur? Je pose cette question, qu'est-ce que vous en pensez? Pour ma part, je pense que c'est super utile d'aller sur le terrain, effectivement. Et on voit à quel point les gens font plus de dépistage après, parce qu'ils ont compris le pourquoi. Et je crois qu'il faut être très honnête aussi dans la communication. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à parler du surdiagnostic, du surtraitement, du cancer radio-induit, du risque que la mammo ne trouve pas le fameux cancer qui est en place, qu'il est tout petit, le sein est dense. Donc je crois que la communication du Collège national des gynéco-obstétriciens est très bien. Ils sont prêts à nous donner tout ça pour le mettre sur le site de l'Académie. Et je crois que ça renforce la confiance entre le patient et son médecin. Je pense que si on présente dans des spots publicitaires un dépistage comme quelque chose de fantastique, il n'y a pas de raté, etc., la communication est ratée. Je crois qu'il faut avoir cette honnêteté de terrain et de montrer ce qui va pas. Moi, j'irais dans votre sens. Il y a eu avec l'INCa une conférence citoyenne pour voir cette question. On voit bien que les débats qui ont eu lieu sur la question du dépistage avec des professionnels qui étaient contre, des professionnels qui étaient pour, a pas aidé, puisque les patientes, elles se disent, mais à qui je vais me fier finalement? Et les argumentations sont aussi intéressantes d'un côté que de l'autre. Donc la question de la juste présentation des arguments, elle est importante. Après, dans les enquêtes qu'on a faites, nous, à la Ligue,
on a 50% des femmes qui n'évoquent jamais cette question du cancer et du cancer du sein avec leurs professionnels de santé. Donc il y a une question du dialogue dans le sens où, c'est un peu ce qu'on avait tout à l'heure, qui doit être le premier à engager le dialogue? Et aujourd'hui, on a plutôt dans le suivi gynécologique, une perte de vitesse. Il y a de moins en moins de femmes qui sont suivies et nous, c'est un des leitmotifs qu'on rappelle. Normalement, il devrait y avoir une consultation par an de suivi gynécologique parce que c'est là que tout commence. Et la question des bilans de santé qui sont prévus par l'assurance maladie ne règle pas cette question-là, puisque la question, c'est, entre guillemets, une question d'éducation. On est souvent attaqué par rapport à l'utilisation des bus de palpation qu'on fait sur le terrain. Nous, pour nous, ça ne doit pas remplacer la consultation et la formation faite par le professionnel ou la professionnelle de santé, mais c'est une question d'introduire cette question de l'éducation et de compréhension de son corps. Une femme qui a un mamelon, qui a un suintement, qui a quelque chose, elle doit se dire, c'est pas normal et aller consulter. Or, ça n'est évoqué nulle part. Donc, oui, aller et faire ce travail de proximité, oui, mais la question aujourd'hui, c'est aussi une question de reprendre les vieilles habitudes sur lesquelles la France était performante en matière de suivi et de suivi gynécologique et sur lequel on a une vraie dégradation aujourd'hui. Mm. Alors, la Haute Autorité de Santé recommande en France un examen clinique des seins par un généraliste dès l'âge de 25 ans et tous les ans sans limite d'âge. Le problème, c'est que personne ne le fait. On ne respecte pas les recos. Enfin, il y a peut-être quelques personnes qui le font, mais sur les enquêtes, très très peu de femmes répondent que ça a été fait. Euh, je voulais, bon, alors, je voulais juste vous demander d'élargir peut-être la question de l'exercice. En 2012, on avait une table ronde lors d'une conférence sur le cancer du sein où on avait été une vingtaine ensemble qui s'occupaient de la question de l'exercice. Le Time Magazine, à ce moment-là, avait sur la première page, l'exercice, c'est le panacée pour toutes les maladies et tous les cancers. Alors, on avait déjà décidé que c'est essentiel de pousser cet élément-là de l'activité, des exercices. Je suis obsédé par ça, mais il faut vraiment, surtout les patients qui l'ont déjà eu, là, vous avez une mission de changer votre vie et puis de s'assurer de. Alors, les chiffres sont un peu flous, mais il y avait, selon moi, ça fait déjà une dizaine d'années qu'il y avait quand même assez de données pour pousser cet élément-là. Et je vous demande une deuxième question, si vous permettez. Est-ce que ce sont les gynécologues ou ou les chirurgiens qui s'occupaient du cancer du sein en France? Alors en France, c'est majoritairement des gynécologues, Ah, mais nous avons également des chirurgiens plasticiens qui opèrent des cancers du sein et des chirurgiens digestifs. OK. Nous n'avons que 13 spécialités en France. La chirurgie oncologique n'existe pas chez nous. OK. Ah, Oui, merci Madame la Présidente pour cette très belle présentation. Dans les obstacles qu'il y a, le médecin traitant est la base du système de santé en France. Le médecin traitant, il est écrasé par une charge administrative dont la productivité n'apparaît pas à l'évidence. La deuxième chose, c'est la judiciarisation. Et si une patiente vient pour un problème et que son médecin lui examine les seins, il a une chance sur 3, 4, 5 d'avoir une plainte pour abus, même s'il explique à la patiente. Et ça freine beaucoup. En plus, bon, dans les études, on l'a tous remarqué, l'examen clinique, il a totalement disparu. Moi, quand j'examinais un patient pour un cancer du côlon, je palpais les seins systématiquement. Même chez l'homme, j'en ai opéré plusieurs. Donc, je crois que c'est vraiment un changement de paradigme. Mais je crois que c'est important de garder cet examen clinique parce que vous pouvez avoir la meilleure mammographie du monde, vous n'allez pas voir la rétraction du mamelon, l'écoulement sanglant, l'œdème, etc. Donc vous êtes obligé de garder cette connaissance de l'examen clinique. Et je pense qu'il faut absolument que les médecins puissent le faire sans être accusés de gestes déplacés vis-à-vis d'une patiente. Je rajouterais un élément, puisqu'on a fait une étude à la Ligue qu'on a financée. On a montré que la question des déserts médicaux
accroît la mortalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes qui sont le plus éloignées du système de soins ont un retard au diagnostic qui impacte la survie qu'ils vont avoir. Et pour répondre à votre question, si j'ai bien compris, nous militons pour la reconnaissance de l'activité physique adaptée et qu'elle soit remboursée par la sécurité sociale parce que on aurait n'importe quel traitement de chimiothérapie, immunothérapie qui ferait 20 à 40% de diminution de la récidive, il serait remboursé. C'est ce que fait et ce que démontre l'expertise collective de l'INSERM et c'est toujours pas remboursé. En tous les cas, merci pour vos questions. Peut-être Richard Villet, donc, Oui, qui Richard, est bien sûr. chirurgien gynéco, qui a fait beaucoup de cancérologie et qui est un past président de l'Académie. Je voudrais féliciter Carole Madelin pour son exposé et lui demander une question. En France, on a, je suis désolé, ça va être très franco-français, mais on a déplacé en janvier 24 le système de coordination du dépistage en quittant les centres les centres agréés qui dépistaient dans les départements sur le système de sécurité sociale et l'assurance maladie. Est-ce que tu as pu faire une enquête et voir les choses? Et avant que tu répondes à ma question, je voudrais remercier la Ligue parce qu'on a fait un rapport il n'y a pas longtemps sur l'offre de soins en cancérologie. Et grâce à la région Aquitaine, on a essayé de faire un bilan d'Octobre Rose. Et je suis très heureux que vous ayez eu le courage de dire qu'Octobre Rose, c'est un grand, 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 grand succès médiatique. Mais malheureusement, on n'évalue pas en France. Et c'est un grand défaut d'évaluer la prévention. Donc je crois aussi là, que tu as une mission, Carole, c'est il faut aller dans des campagnes de prévention et type des campagnes de grand public type Octobre Rose, mais il faut absolument après faire une évaluation de la prévention. Ça, c'était mon commentaire. Et maintenant, est-ce que tu peux répondre sur l'assurance maladie? Alors, moi, ça m'a pas tellement chamboulé hein, que le système de dépistage change un petit peu en France. La seule chose qui est embêtante, c'est quand les patients ne reçoivent plus leur convocation au bout de 2 ans ou que c'est envoyé dans leur espace santé. Or, très peu de gens regardent tous les jours ce qui se passe dans son espace santé. Donc, du coup, elles n'ont pas l'invitation de rappel et elles vont pas au dépistage, ce qui est dommage. Je pense que c'est un point qu'il faudrait rechanger. Le vrai courrier par la poste, c'est ce qui marchait le mieux. Carole, s'il n'y a pas d'autres questions, il est 15h28. On va continuer le programme parce que je vous rappelle que nous avons un train à prendre pour Strasbourg, donc il ne faut pas qu'on soit en retard, hein.